Nous sommes le dimanche 7 décembre 1941. Un raid aérien est prévu par les Japonais sur la base navale américaine de Pearl Harbor. L'attaque est un succès, même si l'amiral Yamamoto craint d'avoir réveillé un géant endormi. Les dégâts matériels sont conséquents pour les Américains. Mais ce sont plus les pertes humaines qui sont à déplorer que les pertes matérielles. En effet, les Japonais n'ont détruit que 2 cuirassés. Ils étaient déjà obsolètes et ne seront pas remis en état après le raid. L'objectif initial de l'attaque était les porte-avions Saratoga et Enterprise de la flotte américaine qui devaient être stationnés dans la rade de Pearl Harbor. Malheureusement, ils sont absents. Et le peuple américain, galvanisé par cette attaque sans déclaration de guerre, se range et se soude comme un seul homme derrière le président Roosevelt, qui déclare unilatéralement la guerre contre l'Empire du Soleil Levant. De décembre 1941, nous basculons en mai 1942. L'amiral Shuichi Nagumo est le commandant en chef des forces japonaises qui se jetteront dans la bataille de Midway. Mais ce n'est pas sa pseudo-victoire de Pearl Harbor qui le rend satisfait. Il pense alors que le travail doit être terminé. L'atoll de Midway est donc choisi comme lieu d'affrontement entre la Kido Butai et la US Navy. Mais pourquoi ce choix ? Tout simplement car il est à mi-chemin entre le pays du Soleil Levant et l'Oncle Sam, mais également car il est la principale base de réapprovisionnement de la flotte américaine dans le Pacifique. Cette opération sera désignée comme une opération de diversion, pour attirer les porte-avions américains hors de la sécurité qu'offre la rade de Pearl Harbor, et donc pour les affaiblir grâce aux torpilleurs, et enfin les achever avec les cuirassés de l'amiral Yamamoto. Sur le papier, les Japonais partent gagnants. Leur artillerie navale a une meilleure portée, leurs avions une meilleure autonomie de vol, et leurs torpilles sont les plus sophistiquées du monde. En 1928, les Japonais ont mis au point la torpille type 93, dont voici le groupe de propulsion. En général, les torpilles plus classiques, que ce soit celles des U-boats, de la Marine nationale ou de la Royal Navy, sont toutes précédées d'une traînée de bulles. Pour tracer son sillage à travers l'eau, la torpille est propulsée par la pression d'un gaz. Seulement, 21% de celui-ci est utilisé. Tout le reste est relâché dans l'eau pour regagner la surface. Et normalement, si l'on voit une traînée de bulles qui remonte rapidement à la surface, que tout cela forme une droite, et qu'on n'est pas trop con, on parvient à déterminer que c'est une torpille, et on parvient aussi à déterminer sa position. Et donc, sa trajectoire et la cible qu'elle veut atteindre. C'est alors que les Japonais innovent et développent une torpille essentiellement propulsée par de l'air brûlé, de l'oxygène pur, qui ne rejette donc aucune bulle à la surface, qui est silencieuse et indétectable par l'ennemi. Sans parler bien sûr de sa vitesse largement accrue grâce à l'utilisation de tout l'oxygène pour propulser la torpille. Côté américain, c'est l'amiral Frank Fletcher, qui est aux commandes de l'US Navy. Il ne paraît pas très bien parti pour gagner la bataille. En effet, il est en mauvaise posture, puisqu'il n'a plus de cuirassé, et que 3 semaines avant Midway, le Yorktown, son principal porte-avions, a été gravement endommagé. Lors de la bataille de la mer de Corail, en début mai 1942, les Japonais, depuis lors invaincus et galvanisés, sont dès lors persuadés de remporter une autre victoire. Cependant, le Yorktown est remis en état en 24 heures, ce qui est alors une prouesse jamais vue dans l'histoire humaine. Fletcher a alors 3 porte-avions. Et il a également un dernier atout dans sa manche. Le mathématicien Joseph Rushford, qui a réussi à intercepter et à déchiffrer les communications japonaises, et qui est parvenu à manipuler ceci par des codes pour bien confirmer que c'est Midway qui est ciblé par l'ennemi. La Kido Butai, littéralement la force d'attaque, se fait voir à l'horizon. Les Américains attendent les Japonais. De plus, la base aérienne de l'atoll de Midway agit comme un 4e porte-avions. Grâce à cela, une centaine de chasseurs supplémentaires américains sont disponibles pour livrer bataille. Les Japonais envoient alors 7 chasseurs en reconnaissance pour couvrir 20 000 km² chacun. Mais les navires américains sont embusqués. Au même moment, les escadrilles de combat américaines décollent. Direction le porte-avions de l'amiral Nagumo.
Mais par nous ne savons quelle folie de la part de Fletcher, les chasseurs d'escorte des bombardiers américains doivent les quitter au dernier moment. Résultat, sur une quinzaine de bombardiers torpilleurs, seulement 3 reviendront sur le porte-avions Yorktown. Tout semblait plié d'avance pour les Japonais, mais comme lors de la bataille de Trafalgar, 137 ans auparavant, rien ne se passera comme prévu. Une première vague d'assaut est lancée depuis les porte-avions japonais. La DCA de l'atoll de Midway fait des ravages. Et contrairement à Pearl Harbor, les Américains sont prêts, motivés et embusqués. Lorsque la marine américaine est repérée, tout se retourne contre Nagumo. Il a le choix entre remplacer les bombes par des torpilles et donc perdre une heure cruciale dans la bataille, ou lancer le bombardier sans torpilles contre l'USS Yorktown. Nagumo choisira la première option, qui lui sera fatale pour la suite. En effet, le rechargement se fait à la hâte, et la sécurité est mise de côté. C'est alors que les bombardiers américains sont aperçus à l'est de la flotte nippone. Ils arrivent sur Nagumo, mais sont séparés de leur escorte. C'est encore une fois du tir au pigeon pour les Japonais. Nagumo échappe de peu à la mort. Il doit contre-attaquer, mais il lui faut du temps, et ce temps qui lui manque, Fletcher le rattrape. Celui-ci lance une deuxième vague de bombardiers en piqué. Ils sont 17 appareils, et transportent 8 tonnes et demie de bombes. Une vingtaine de chasseurs zéro leur tombent dessus. Mais les pilotes, épris de bravoure, se font tailler en pièces par la ruse et la tacticité des pilotes américains, menés par le capitaine Jimmy Thatch. Celui-ci élabore des tactiques d'appâtage. Dans cette tactique, les chasseurs américains doivent fonctionner en binôme. Un qui sert d'appât pour un chasseur zéro, et l'autre qui le soutient. Au sein du binôme, le premier appareil américain sert d'appât. Il va rencontrer le zéro. Il lui fait faire des zigzags. Il le fatigue. Puis, dans une manœuvre quitte ou double, il part à la rencontre du deuxième appareil, qui lui va abattre le zéro alors en plein dans sa ligne de mire. Les Japonais, ayant pourtant l'habitude d'être des prédateurs, se retrouvent cette fois à la place des proies. Pendant ce temps-là, les bombardiers en piqué, les Dauntless, n'ont qu'à larguer leur mortelle cargaison sur la Kido Butai et envoyer la flotte japonaise par le fond. Les porte-avions japonais sont les cibles prioritaires. Le Kaga et le Soryu sont coulés. Le Hiryu et le Akagi prennent la fuite. Finalement, un bombardier de Dauntless arrive à atteindre le Akagi, dans lequel est situé l'amiral Nagumo. Il n'aura fallu qu'une bombe. Une seule bombe lancée par un bombardier de Dauntless, qui, après avoir traversé la frêle rampe de lancement en bois du porte-avions Akagi, atteint les bombes, torpilles, explosifs et carburant qui s'embrasent en 30 secondes, faisant transformer le navire en une immense boule de feu sur la mer. En moins de quelques minutes, l'équipage est incinéré vivant sur le navire, et Nagumo parvint de justesse à s'enfuir sur un croiseur. Il ne reste à Nagumo plus qu'un seul porte-avions, le Hiryu. Il tente le tout pour le tout, et ordonne un assaut massif de tous les avions restants sur le Yorktown, où se trouve Fletcher. Et par nous ne savons autre quel miracle, les bombardiers en piqué japonais passent entre les flammes de la DCA et larguent 3 bombes, mais son équipage y est préparé. Et grâce à du dioxyde de carbone projeté sur les flammes, celles-ci s'éteignent par asphyxie, avant, heureusement, d'avoir atteint un dépôt de munitions. Sur 120 appareils japonais, il n'en reste qu'une quinzaine. Alors, dans une tactique presque kamikaze, les Japonais s'élancent vers leur devoir et touchent avec 2 torpilles le flambeau à bord du Yorktown. Ces torpilles-là sont cachées, puisque le porte-avions américain est déjà à l'agonie. Fletcher abandonne son navire pour aller sur un destroyer. Soudain, un chasseur américain envoyé en éclaireur repère le Hiryu, et Fletcher lança à sa poursuite une ultime escadrille de bombardiers. Le porte-avions japonais est pris d'assaut, quand ses pilotes, censés assurer sa défense, sont en train de manger. Le Hiryu est touché et est envoyé par le fond. La bataille est terminée. Fletcher est vainqueur. Au niveau des pertes, c'est un désastre inimaginable. Les Japonais ont perdu leurs 4 porte-avions, plus leur équipe de maintenance, ce qui fait 4800 hommes, auxquels il faut rajouter les 275 aéronefs qui étaient sur les bâtiments japonais. Cette défaite sera le tournant du front du Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale. En effet, à partir de ce début de mois de juin 1942,
L'empire du soleil levant s'est pris une grande claque de réalité. Et à présent, les Américains vont reconquérir les îles, une par une. Nagumo, tant qu'à lui, est relevé de ses fonctions quelques mois après la bataille de Midway. Et dès lors qu'il se rend aux Américains, en 1944, il se fait seppuku, c'est-à-dire un suicide pour mourir dans l'honneur. Puis, petit à petit, les Américains reprennent les îles du Pacifique, à Okinawa, à Iwo Jima. Et suite aux 2 bombardements nucléaires américains qui ont touché les villes de Hiroshima et de Nagasaki le 6 et 9 août 1945, l'empereur Hirohito signe l'inconditionnel acte de reddition de son pays et met ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale le 2 septembre 1945. J'espère que cet épisode de Fer et de Son vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like si vous avez aimé, et de me suggérer dans les commentaires une autre bataille que je pourrais traiter. Merci à vous.